Avant de commencer, si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu connais cette sensation. Ce nœud dans la gorge avant de parler en public, cette relecture mentale de ce que tu as dit, cette impression d'être observé, jugé, évalué en permanence. Je veux que tu saches une chose avant d'aller plus loin. Cette sensation, tu ne l'as pas inventée et tu n'es pas brisé. Cette vidéo ne va pas te dire de juste avoir confiance en toi. Elle va te montrer exactement ce qui se passe dans ton cerveau et exactement comment ça change. Tu sais ce que c'est? C'est ce moment précis où tu entres dans une pièce pleine de monde et quelque chose se passe dans ton corps avant même que tu aies eu le temps de penser. Ton cœur accélère, tes mains transpirent légèrement, ton esprit commence à calculer. Qui est là? Comment tu es perçu? Quoi dire? Comment te tenir? Et tu fais bonne figure, tu fonctionnes, tu parles, tu ris, tu réponds. Mais à l'intérieur, une partie de toi est en train de surveiller, en permanence. Et le soir, tu repasses la journée, les mots que tu as dit, les silences que tu n'aurais pas dû laisser, ce moment où tu penses avoir semblé stupide. Si tout ça te ressemble, alors cette vidéo est précisément pour toi. Commençons par les faits, parce que comprendre ce qu'on a, vraiment comprendre, est déjà une forme de thérapie. L'anxiété sociale, officiellement appelée phobie sociale dans les classifications psychiatriques, touche environ 13% de la population mondiale au cours de la vie. C'est le troisième trouble mental le plus fréquent dans le monde, après la dépression et l'abus de substances. Une étude de Kessler et ses collègues, publiée en 2005 dans le journal Archives of General Psychiatry, a établi ces chiffres sur une étude de population de plus de 9000 adultes américains. Mais voilà ce qui est encore plus frappant. L'âge moyen d'apparition de l'anxiété sociale, 13 ans. La plupart des gens qui vivent avec cette anxiété la portent depuis l'adolescence, depuis des années, parfois des décennies, sans jamais vraiment savoir pourquoi, sans jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans leur cerveau quand ça se déclenche. Alors voyons exactement ce qui se passe. Le neuroscientifique Joseph Ledoux, chercheur à l'Université de New York, auteur de The Emotional Brain, a passé sa carrière à cartographier les circuits de la peur dans le cerveau humain. Et sa découverte centrale, celle qui a révolutionné notre compréhension de l'anxiété, est celle-ci. Il y a deux voies dans le cerveau pour traiter une menace. La première, Ledoux l'appelle la voie courte, va directement du thalamus à l'amygdale. C'est la voie de la réaction automatique, rapide, instinctive. Elle ne passe pas par la réflexion. Tu vois un visage qui semble désapprobateur, l'amygdale s'active avant que tu aies eu le temps de penser. La seconde, la voie longue, passe par le cortex préfrontal. Elle analyse, évalue, contextualise. Ce visage est-il vraiment désapprobateur ou est-il juste fatigué ? Chez les personnes avec anxiété sociale, la voie courte est suractive. L'amygdale réagit trop vite, trop fort à des stimuli sociaux qui ne représentent pas de vrais dangers. Et la voie longue, celle qui pourrait calmer la réaction, arrive trop tard ou est submergée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Ces circuits peuvent être modifiés. Mais comprendre la neurologie ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment l'anxiété sociale se maintient, ce cycle qui la perpétue. Les psychologues David Clark et Adrian Wells, dans leur modèle cognitif de l'anxiété sociale, publié en 1995, ont identifié quelque chose de crucial. Ce qui maintient l'anxiété sociale, ce n'est pas tant la situation elle-même, c'est ce qu'on fait pendant la situation. Les personnes avec anxiété sociale font quelque chose de très spécifique. Elles tournent leur attention vers elles-mêmes. Pendant qu'elles parlent à quelqu'un, une partie de leur attention surveille leur propre performance. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je rougis? Est-ce que j'ai l'air nerveux? Et pendant qu'elles surveillent leur propre performance, elles ont moins de ressources disponibles pour vraiment être présentes dans la conversation, ce qui, paradoxalement, les rend moins bonnes dans cette conversation, ce qui confirme leur peur initiale, et le cycle se renforce. Épictète, l'esclave philosophe qui avait développé une liberté intérieure absolue, avait décrit ce mécanisme d'attention inversée sans le vocabulaire de la psychologie moderne. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais les opinions qu'ils ont des événements. Et l'opinion que tu as de toi-même dans une situation sociale, c'est souvent la chose la plus fausse que tu porteras jamais. Maintenant que nous comprenons la biologie et le cycle cognitif, identifions les 4 mécanismes précis qui alimentent l'anxiété sociale.
Premier mécanisme, l'hypervigilance aux signaux sociaux négatifs. Le cerveau anxieux a un biais d'attention vers les signaux de rejet. Dans une salle de 20 personnes, dont 19 sont bienveillantes et une semble neutre, l'attention va vers la personne neutre. Des études d'eye tracking l'ont documenté précisément. Les personnes avec anxiété sociale fixent plus longuement les visages neutres et les interprètent plus souvent comme désapprobateurs. Deuxième mécanisme, l'évitement. L'évitement est le mécanisme le plus naturel face à la peur et le plus contre-productif dans le cas de l'anxiété sociale. Éviter la situation réduit l'anxiété maintenant, mais elle renforce la conviction que la situation est dangereuse. Et le cerveau, qui n'a jamais eu la chance de voir que la situation était en réalité sûre, continue de la traiter comme une menace. Troisième mécanisme, le post-mortem social. Après une interaction sociale, la relecture mentale, parfois pendant des heures. J'aurais dû dire ça plutôt que ça. Ils ont dû penser que ce post-mortem, en apparence logique, amplifie la détresse et grave dans la mémoire une version négative de l'événement qui n'est souvent pas fidèle à la réalité. Quatrième mécanisme, la prédiction négative automatique. Avant même que la situation ne se produise, le cerveau construit des scénarios catastrophes. Ça va mal se passer, je vais dire quelque chose de stupide, tout le monde va me juger. Cette prédiction négative est souvent vécue avec la même intensité émotionnelle que si l'événement s'était réellement produit. Sénèque avait décrit ce mécanisme avec une précision qui me stupéfie encore aujourd'hui. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Avant de passer à la partie 2, une question honnête. Lequel de ces 4 mécanismes te correspond le plus? L'hypervigilance aux signaux négatifs, l'évitement des situations, le post-mortem mental ou la prédiction catastrophiste? Parce que la réponse à cette question va déterminer les pratiques les plus utiles pour toi dans la partie 2. Il y a une phrase du Talmud, ce texte de sagesse judéen compilé au 5e siècle, qui m'est revenue en préparant cette vidéo. Qui est fort? Celui qui domine ses passions. Dominer ses passions, dans le contexte de l'anxiété sociale, ne signifie pas supprimer la peur. Ça signifie ne plus être gouverné par elle. Ce n'est pas une promesse de vie sans anxiété, c'est quelque chose de plus réel et de plus utile. La capacité de vivre pleinement malgré l'anxiété, de la voir, de la nommer et de ne pas la laisser décider à ta place. La découverte la plus importante de la psychologie clinique dans le traitement de l'anxiété sociale, celle sur laquelle repose toute la thérapie cognitivo-comportementale, s'appelle la thérapie d'exposition. Son principe est simple à formuler et difficile à mettre en pratique. Pour que l'amygdale apprenne qu'une situation n'est pas dangereuse, elle doit être exposée à cette situation, répétitivement, progressivement, sans s'échapper. Edna Foa et Michael Kozak, dans leurs travaux fondateurs des années 1986, ont documenté ce qu'ils appellent le processing émotionnel. Pour qu'une peur se réduise, 2 choses doivent se produire dans la situation exposante. L'activation émotionnelle, c'est-à-dire ressentir vraiment l'anxiété, pas l'éviter, et la réalisation que ce qu'on craignait ne se produit pas. Ce principe, s'exposer, ressentir et voir que ça ne se passe pas comme prévu, est aussi vieux que la philosophie stoïcienne. Épictète enseignait à ses étudiants la premeditatio malorum, la préméditation des mots, une technique d'exposition mentale. Avant une situation difficile, visualise ce qui peut arriver, vis-le mentalement et réalise que tu peux y survivre. Ce qui se produit soudainement et sans préparation nous frappe plus fort. Ce qui est anticipé perd une grande partie de son impact. Maintenant, les 3 piliers stoïciens pour reconstruire une sécurité intérieure face au monde social. Premier pilier, la dichotomie du contrôle. Épictète commençait son manuel par cette distinction. Certaines choses dépendent de nous, nos pensées, nos intentions, nos réponses, d'autres ne dépendent pas de nous, ce que les autres pensent, disent, font. Et la souffrance de l'anxiété sociale vient en grande partie du fait de traiter ce qui ne dépend pas de nous comme si ça dépendait de nous. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par leurs opinions sur les événements. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur événement, pas le tien. Appliquer cette distinction, concrètement, dans une situation anxiogène, consiste à se poser une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi ici? Ce que je dis, comme je me comporte, l'intention que j'apporte.
Pas la façon dont on va le recevoir, pas ce qu'on va penser, pas si on va m'approuver. Deuxième pilier, la méditation. Préparer son esprit. Marc Aurèle commençait chaque matin par un exercice mental. Il anticipait les difficultés de la journée. Pas pour les amplifier, mais pour les apprivoiser. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui pourront me contrarier, me juger, m'ignorer, mais je me souviens que nous partageons la même humanité, et rien de ce qu'ils font ne peut vraiment m'atteindre sans ma permission. Pour l'anxiété sociale, cette pratique prend une forme précise. Avant une situation sociale difficile, prends 5 minutes. Visualise la situation. Laisse l'anxiété monter. Observe-la sans la fuir. Et rappelle-toi, je peux ressentir ceci et agir quand même. Troisième pilier, l'action malgré la peur. Les stoïciens n'enseignaient pas l'absence de peur, ils enseignaient l'action malgré la peur. La différence est totale. Marc Aurèle gouvernait un empire tout en étant, selon ses propres écrits, régulièrement épuisé, découragé et effrayé par ses responsabilités. Il ne prétendait pas ne pas ressentir ces choses. Il agissait quand même. Ne perds pas ce qui reste de ta vie à penser à ce que font les autres, à moins que tu ne te proposes un bien commun. Car tu te prives ainsi de faire quelque chose d'utile. Maintenant, un outil directement issu de la thérapie cognitivo-comportementale adaptée à la philosophie stoïcienne. La restructuration cognitive. La restructuration cognitive consiste à identifier les pensées automatiques négatives et à les soumettre à un examen critique. Non pas pour les remplacer par des pensées positives forcées, mais pour vérifier si elles sont vraies. Exemple. Pensée automatique. Tout le monde a remarqué que j'ai bégayé. Il pense que je suis incompétent. Examen critique. Est-ce une certitude? Ai-je des preuves réelles que tout le monde a remarquées? Ai-je demandé à quelqu'un ce qu'il pensait vraiment? Pensée révisée. J'ai bégayé une fois. C'est possible que quelqu'un l'ait remarqué. C'est aussi possible que non. Dans tous les cas, ce n'est pas ce qui définit ma valeur dans cette conversation. Épictète enseignait précisément cet examen des pensées, qu'il appelait Fantasia critica, l'examen critique des représentations mentales. Face à toute représentation qui te trouble, dis-lui « Tu es une représentation. Tu n'es pas la chose elle-même. Montre-moi ce que tu es vraiment. » Maintenant, 5 pratiques concrètes. Des pratiques que tu peux commencer aujourd'hui, ce soir, maintenant. Pratique 1. L'échelle d'exposition. Identifie 10 situations sociales qui te causent de l'anxiété. Classe-les de la moins anxiogène à la plus anxiogène. Commence par le bas. Expose-toi à la situation la moins anxiogène jusqu'à ce que l'anxiété baisse. Puis, monte d'un cran. La règle fondamentale, ne pas fuir avant que l'anxiété ait eu le temps de baisser naturellement. C'est l'exposition qui guérit, pas l'évitement. Pratique 2. Le journal de preuve. Chaque fois que tu as vécu une situation sociale anxiogène, note 2 choses. Ce que tu craignais qu'il arrive et ce qui s'est vraiment passé. Avec le temps, ce journal devient une base de données de preuve que tes prédictions catastrophiques sont souvent, très souvent, fausses. Et cette base de données est plus convaincante pour ton cerveau qu'aucun raisonnement abstrait. Pratique 3. La refocalisation de l'attention. Souviens-toi du modèle de Clark et Wells. L'anxiété sociale se nourrit de l'attention tournée vers soi. La pratique consiste à entraîner l'attention vers l'extérieur, vers l'autre personne, vers la conversation, vers l'environnement. Concrètement, dans ta prochaine interaction, fixe-toi un objectif simple. Apprendre quelque chose sur la personne en face de toi. Une seule chose, son opinion sur un sujet, ce qu'elle fait en dehors du travail. Cet objectif externe remplit le cerveau et laisse moins de place à la surveillance interne. Pratique 4. La respiration physiologique. La recherche en neurosciences montre que l'expiration prolongée active le système nerveux parasympathique, le système de calme. La technique, inspirer sur 4 secondes, expirer sur 8 secondes. Faire ça avant et pendant une situation sociale anxiogène réduit physiologiquement l'activation de l'amygdale. Ce n'est pas de la relaxation au sens superficiel.
c'est de la régulation neurologique. Pratique 5. La lettre de compassion. Christine Neff, chercheuse à l'Université du Texas, spécialiste de l'autocompassion, a montré dans ses études que le dialogue intérieur bienveillant réduit significativement les symptômes d'anxiété sociale. Pas le dialogue positif forcé, le dialogue bienveillant réaliste. Écris une lettre à toi-même, de la perspective d'un ami bienveillant et sage. Un ami qui connaît ton anxiété, qui comprend d'où elle vient et qui te parle avec la gentillesse qu'il aurait pour quelqu'un qu'il aime. Cette lettre, relue dans les moments difficiles, est l'une des pratiques les plus puissantes pour modifier le dialogue intérieur à long terme. Je veux finir avec quelque chose de simple. L'anxiété sociale n'est pas une caractéristique de ton identité. Ce n'est pas qui tu es. C'est quelque chose qui t'est arrivé, un mécanisme qui s'est formé, une configuration neurologique qui peut être modifiée. Tu n'es pas condamné à te sentir observé, jugé, épuisé par le monde social. Mais le chemin vers la liberté n'est pas de devenir quelqu'un sans peur, c'est de devenir quelqu'un qui agit malgré la peur, qui expose son cerveau à la vie progressivement, courageusement, qui apprend à distinguer le danger réel du danger imaginé, qui construit, un jour à la fois, une relation plus douce et plus libre avec le monde social. Marc Aurèle, cet homme qui gouvernait un empire tout en portant ses propres peurs et ses propres doutes, nous a laissé ces mots. « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Tu as du pouvoir sur ton esprit. Comment cela? Dis-moi dans les commentaires lequel des 4 mécanismes te correspond le plus et quelle pratique tu vas commencer cette semaine. Je lis tout. À très bientôt.